bonsoir à vous, compatriotes qui exigez autre chose que des communiqués officiels. Bienvenue à l'analyse du Conseil des ministres par Inside News RDC. Ce vendredi 6 mars 2026, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé la 81e réunion ordinaire du Conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine. Une session qui s'est tenue sur fond de sanctions américaines contre l'armée rwandaise, d'une guerre qui se poursuit à l'Est et d'un pays qui cherche, dans le même temps, à rationaliser ses réformes internes. Notre rôle ce soir est celui que nous nous sommes toujours assignés: transformer le jargon administratif en questions citoyennes, décortiquer chaque décision, confronter chaque annonce aux réalités du terrain, pas pour condamner, pas pour applaudir, pour exiger la transparence que le peuple congolais mérite. Ce soir, 5 dossiers majeurs retiennent particulièrement notre attention. Les sanctions américaines contre les forces de défense rwandaises et ce qu'elles signifient pour notre souveraineté. La ratification des accords de Washington entre la RDC, le Rwanda et les États-Unis d'Amérique. La réforme du cadre législatif des hydrocarbures. La prorogation de l'état de siège dans l'Ituri et le Nord Kivu. Et le lancement national du programme de cantine scolaire. 5 décisions, un pays, des millions de citoyens qui attendent des résultats concrets. Le 2 mars 2026, le département du Trésor américain a imposé des sanctions ciblées contre les forces de défense rwandaises, les FDR, ainsi que contre certains de leurs hauts responsables. Motif officiel: leur implication directe aux côtés du M23 dans des opérations militaires menées sur le territoire de la République démocratique du Congo. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a salué, au nom du gouvernement, cette décision depuis la tribune du Conseil des ministres. Notre pays attend depuis des années que la communauté internationale sorte de l'ambiguïté sur la nature du conflit à l'Est. Des rapports des experts des Nations Unies documentent depuis 2022 la présence de soldats rwandais en uniforme sur notre territoire. Les réfugiés, les témoignages des civils, les images satellitaires, tout cela nourrissait un dossier que Kigali démentait systématiquement. Ces sanctions américaines constituent pour la première fois, de manière aussi formelle, une reconnaissance officielle par une grande puissance de cette implication directe. Mais pourquoi ces sanctions arrivent-elles maintenant, en mars 2026? La réponse est probablement à chercher du côté des accords de Washington signés en juin et décembre 2025. Les États-Unis ont engagé leur crédibilité diplomatique dans ces processus de paix. L'obstruction rwandaise sur le terrain, pendant que Kigali signait des textes à Washington, crée une contradiction que les Américains ne peuvent plus ignorer sans perdre leur propre autorité. Ces sanctions sont-elles suffisantes pour changer la réalité sur le terrain? Voilà la question que se pose légitimement chaque famille déplacée du Nord Kivu. Des sanctions ciblées contre des individus et une institution militaire créent une pression financière et diplomatique réelle. Gel d'avoirs, interdiction de visa, restriction des transactions. Mais elles n'arrêtent pas les obus. L'histoire récente montre que des sanctions contre des entités rwandaises ont déjà été prononcées par le passé, contre des individus liés au M23, sans pour autant stopper les combats. La différence aujourd'hui, c'est que c'est l'institution militaire elle-même qui a visé, ce qui constitue une escalade diplomatique d'un autre niveau. Le gouvernement réaffirme son attachement aux accords de Washington et aux initiatives de paix en cours. Mais entre la signature d'accords et leur mise en œuvre effective sur le terrain, notre pays a appris à ses dépens que l'écart peut être abyssal. La vigilance citoyenne s'impose. Ces sanctions doivent être le début d'une pression soutenue, pas le point final d'un cycle diplomatique. Le Conseil des ministres du 6 mars a adopté 2 projets de loi de ratification majeurs. Le premier autorise la ratification de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, signé le 27 juin 2025 à Washington. Le second autorise la ratification de l'accord de partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, signé le 4 décembre 2025 à Washington.
Ces 2 textes seront désormais transmis au Parlement pour adoption définitive. Ces accords s'inscrivent dans une dynamique diplomatique initiée par l'administration américaine, qui a cherché à jouer le rôle de médiateur dans le conflit de l'Est. La RDC a signé un accord de paix bilatéral avec le pays qu'elle accuse officiellement d'agression, dans la capitale d'une tierce puissance. C'est en soi un événement diplomatique sans précédent dans l'histoire récente de notre pays. La ratification de ces textes intervient dans un contexte particulièrement chargé. Le même jour où le Conseil adopte le projet de loi de ratification de l'accord avec le Rwanda, les FARDC sont toujours en position défensive face à la coalition M23-RDF sur plusieurs fronts du nord et du sud Kivu. Le vice-premier ministre en charge de la Défense a lui-même confirmé lors de ce même conseil que l'armée rwandaise renforce ses troupes dans la région. Ratifier un accord de paix avec un pays dont les soldats sont encore sur notre territoire, quelle lecture juridique et politique cela implique-t-il pour notre souveraineté? La réponse officielle est que la ratification est précisément le mécanisme qui donne force contraignante à l'accord et qui oblige toutes les parties à s'y conformer. L'argument est recevable sur le plan du droit international. Mais notre pays a déjà ratifié des accords par le passé, Lusaka, Nairobi, Sun City, dont certains disposaient de mécanismes de garantie qui n'ont jamais été activés. Ce que le peuple congolais attend de ses parlementaires, c'est un examen rigoureux des mécanismes de vérification et de sanctions inscrits dans ces textes, pas une ratification de façade. Le Conseil des ministres a adopté les projets d'ordonnance-loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours, prenant cours le 18 mars 2026. L'état de siège a été instauré pour la première fois en mai 2021 dans ces 2 provinces. Nous sommes en mars 2026. Cela fait près de 5 ans de prorogation successive, toutes les 2 semaines, validées par le Parlement. Au total, plus de 120 prorogations. Si l'on considère que chaque prorogation est censée répondre à une situation d'urgence temporaire et exceptionnelle, la répétition mécanique de cette mesure sur 5 ans soulève une question que le peuple de l'Ituri et du Nord Kivu pose chaque jour. L'état de siège a-t-il produit des résultats mesurables en termes de sécurité réelle pour les populations civiles? Le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale a indiqué lors de ce même conseil que nos forces armées maintiennent une résistance active sur plusieurs fronts et que les attaques de drones contre l'aéroport de Bangoka à Kisangani ont été repoussées. Les FARDC combattent, mais les populations de l'Est continuent de fuir. Plus de 22 000 compatriotes viennent de rentrer au pays depuis Bujumbura par le poste frontalier de Kavimvira à Uvira. Un flux de retours spontanés qui témoigne autant de la situation régionale tendue que des espoirs fragiles liés aux accords de paix. L'état de siège suspend certaines garanties constitutionnelles pour les populations concernées. Il transfère une partie du pouvoir civil aux autorités militaires. 5 ans de suspension de l'état de droit ordinaire dans 2 provinces entières. Quel bilan documenté le gouvernement est-il prêt à présenter aux citoyens de l'Ituri et du Nord Kivu pour justifier une 100e prorogation? La ministre d'État en charge des hydrocarbures a soumis au Conseil, pour examen et approbation, un dossier portant sur la révision de la loi sur les hydrocarbures et l'élaboration d'un projet de loi sur les gaz de pétrole liquéfié, le GPL. L'objectif annoncé, produire un cadre législatif modernisé, attractif, capable de relancer durablement le secteur. Le Conseil a adopté ce dossier. La législation actuelle sur les hydrocarbures date d'une époque où le secteur pétrolier congolais fonctionnait dans un contexte géopolitique et économique très différent. Les objectifs spécifiques listés par le gouvernement incluent une fiscalité flexible et incitative, la diversification des modes d'attribution des droits pétroliers, le renforcement de la transparence et la protection de l'environnement, ainsi que le renforcement du contenu local. Ce que le compte-rendu officiel ne précise pas, c'est l'état actuel de la production pétrolière nationale. La RDC produit environ 20 000 à 25 000 barils par jour.
très loin des capacités de pays comparables. Le bassin sédimentaire du Congo représente l'un des potentiels pétroliers les moins exploités d'Afrique. La question n'est donc pas seulement législative, elle est aussi celle de la capacité de l'État à attirer des investisseurs dans un contexte d'insécurité persistante et d'instabilité institutionnelle. La réforme du cadre législatif des hydrocarbures mérite une attention citoyenne particulière, car elle détermine qui bénéficiera des richesses du sous-sol congolais. Les mécanismes de contenu local, en particulier, définissent quelle part des revenus reste entre les mains des Congolais. L'absence de chiffres précis sur les modalités de cette réforme dans le compte-rendu officiel constitue en soi un problème de transparence qu'il conviendra de surveiller dans les étapes suivantes du processus législatif. Le ministre du Commerce extérieur a soumis au Conseil des propositions concrètes pour résoudre le dossier des provisions OCC, Office congolais de contrôle, constitué dans les banques. Des fonds constitués lors de la validation des déclarations d'importation de biens, censés rémunérer des contrôles avant embarquement, mais que des importateurs frauduleux ont contourné en déclarant leurs marchandises comme importation sans licence à l'arrivée en RDC. L'IGF, Inspection générale des finances, avait documenté ces fonds lors d'un contrôle à la BCC en 2023, pour la période allant de 2006 à 2024. Le gouvernement entend récupérer ces provisions au profit du Trésor public. Le Conseil a également recommandé au ministre du Commerce extérieur de se rapprocher du ministère de la Justice pour identifier et sanctionner les fraudeurs. La période concernée, 2006 à 2024, représente 18 ans de fraude documentée. 18 ans pendant lesquels des importateurs ont sciemment contourné les contrôles, privant l'État de recettes dont l'importance exacte n'est pas précisée dans le compte-rendu officiel. Ce silence sur les montants est lui-même révélateur. Nos compatriotes ont le droit de savoir combien leur pays a perdu. La recommandation de sanctionner les fraudeurs est légitime, mais elle sera jugée sur sa mise en œuvre, pas sur son annonce. Le 2 mars 2026, la Première ministre a officiellement lancé à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, le programme national de cantine scolaire, à l'occasion de la Journée africaine pour les repas scolaires. Ce programme s'inscrit dans la stratégie nationale d'alimentation scolaire 2025-2030, élaborée par le gouvernement. Les chiffres présentés par la Première ministre parlent d'eux-mêmes. À l'école Kifungo, là où la cantine fonctionne depuis 2009, l'effectif est passé de 260 à près de 600 élèves. Le taux de réussite oscille entre 80 et 90%. Le taux d'abandon est descendu de 6% à 0,5%. Ces résultats ne sont pas des projections théoriques, ce sont des réalités vérifiables sur le terrain, obtenues grâce à la collaboration entre le Programme alimentaire mondial, l'Agence française de développement et les communautés locales. La Première ministre elle-même a reconnu le défi. Le taux de couverture des cantines scolaires à l'échelle nationale est d'environ 8%. Cela signifie que 92% des élèves congolais n'ont accès à aucune cantine scolaire. Dans un pays où la malnutrition chronique affecte directement les capacités d'apprentissage et où la pauvreté pousse des familles à retirer leurs enfants de l'école pour les envoyer travailler, ce chiffre de 8% est à la fois un aveu et un appel à l'action. La Première ministre a instruit les ministres sectoriels concernés de lui soumettre dans un délai de 30 jours un plan détaillé d'opérationnalisation des cantines scolaires. C'est une bonne chose, mais le financement de ce plan sera la véritable épreuve. Les exemples comme Kifungo reposent sur des partenaires internationaux, PAM, AFD, dont les financements ne sont ni garantis ni permanents. La soutenabilité d'un programme national de cantine nécessite une ligne budgétaire pérenne inscrite dans la loi des finances. Le peuple congolais attendra de voir si ce plan de 30 jours est accompagné d'engagements budgétaires concrets. Au nom du ministre de la Santé publique en mission, le Conseil a reçu un point épidémiologique. Sur le Mpox, la tendance à la 8e semaine 2026 montre une légère hausse des nouveaux cas suspects, passant de 248
à 258 par semaine. Depuis le début de l'épidémie en 2024, le cumul atteint 122 487 cas suspects et 33 652 cas confirmés. Sur le choléra, la semaine montre une légère baisse des cas suspects, de 1206 à 1168, mais avec 9 décès, soit une létalité de 0,8%. Kinshasa reste la province la plus touchée, avec 245 nouveaux cas suspects et 6 décès sur la seule semaine. Ces chiffres doivent être lus dans leur contexte. Notre pays est le seul au monde à gérer simultanément une épidémie de Mpox de classe 1B, forme plus sévère, et des foyers de choléra actifs dans plusieurs provinces. Le ministère de la Santé assure de l'efficacité des dispositifs de riposte. Mais 33 652 cas confirmés de Mpox en un peu plus d'un an et des décès hebdomadaires de choléra dans la capitale elle-même attellent une transparence totale sur les moyens réellement déployés. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique a annoncé la publication du premier numéro de la revue statistique annuelle La fonction publique en chiffres, prévue pour le 30 mars 2026. Cette revue couvrira les 9 catégories de personnel rémunérés par le budget du pouvoir central: militaires, policiers, enseignants, magistrats, agents du régime général, personnel diplomatique, politique, agricole et professionnels de santé. 12 mois de collecte et de traitement des données ont été nécessaires pour produire ce premier numéro. L'initiative mérite d'être saluée pour ce qu'elle est. La première tentative documentée de produire une source de données unifiée et fiable sur les ressources humaines de l'État congolais. L'absence de données fiables a historiquement alimenté des pratiques comme les agents fictifs, les doublons de paie et les détournements de masse salariale. Si cette revue tient ses promesses de fiabilité et de transparence, elle pourrait constituer un outil de gouvernance réelle. Le rendez-vous est fixé au 30 mars. Nos concitoyens sauront alors si les chiffres publiés sont à la hauteur des ambitions annoncées. La ministre de l'Enseignement supérieur a informé le Conseil de la tenue du sommet mondial sur l'énergie nucléaire prévu le 10 mars 2026 à Paris, à l'initiative du gouvernement français en collaboration avec l'AIEA. Plus de 60 chefs d'État y participeront. La RDC entend y réaffirmer son statut d'acteur historique du nucléaire civil en Afrique, moderniser ses infrastructures nucléaires, attirer des partenariats stratégiques et prévenir toute marginalisation dans la recomposition du leadership régional. Notre pays abrite le réacteur Trico 2 de Kinshasa, l'un des rares réacteurs de recherche du continent africain. Cette présence historique dans le domaine nucléaire civil est un atout réel. La participation à ce sommet est justifiée. La vigilance citoyenne portera sur la substance des partenariats qui en découleront et sur leur impact concret pour nos capacités nationales, pas seulement pour la diplomatie de façade. Le ministre délégué en charge de la francophonie a informé le Conseil des activités prévues pour la Journée internationale de la francophonie, le 20 mars 2026 à Kinshasa, sous le thème « Génération Z, Génération P ». Cette célébration intervient dans un contexte marqué par l'annonce officielle de la candidature de la RDC au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. La candidature de notre pays à ce poste s'inscrit dans une stratégie de repositionnement multilatéral que le président de la République conduit depuis plusieurs mois. Avec plus de 100 millions de francophones potentiels, la RDC est démographiquement le premier pays francophone du monde. Cette réalité mérite d'être défendue avec ambition sur la scène internationale. Le vice-premier ministre de l'Intérieur a signalé le retour spontané de près de 22 000 compatriotes en provenance de Bujumbura par le poste frontalier de Kavimvira, ville d'Ovira. Le gouvernement a saisi les instances compétentes pour organiser une tripartite selon les règles en la matière. Ce flux de 22 000 personnes en peu de temps témoigne d'une tension régionale que les négociations diplomatiques n'ont pas encore dissipée sur le terrain. Par ailleurs, le Conseil a été informé des préparatifs de la 13e conférence des gouverneurs de province prévue à Dandundu
du 24 au 28 mars 2026, ainsi que des conclusions du Forum national des affaires coutumières qui s'est tenu à Kinshasa du 2 au 5 mars sous le thème du renforcement du rôle de l'autorité coutumière pour la stabilité et la cohésion nationale. Voilà l'essentiel des décisions prises ce vendredi 6 mars 2026, lors de la 81e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Mais au-delà de chaque mesure individuelle, une tension traverse l'ensemble de cette session. Notre pays négocie des accords de paix à Washington pendant que ses soldats combattent à l'Est. Il ratifie des textes avec le Rwanda pendant que l'armée rwandaise renforce ses positions au nord et au sud Kivu, selon le propre rapport du ministre de la Défense. Il lance un programme national de cantines scolaires avec 8% de couverture et 30 jours pour produire un plan de déploiement. Il réforme son cadre législatif des hydrocarbures sans chiffrer publiquement les ressources de cette réforme. Ce n'est pas une contradiction que l'on invente. C'est la réalité que le compte-rendu officiel lui-même décrit. Notre rôle n'est pas de trancher à la place du peuple. Notre rôle est de lui donner les clés pour trancher lui-même. Chaque Congolais a le droit de savoir ce qui est décidé en son nom, ce que cela coûte, ce que cela rapporte et comment en vérifier la mise en œuvre. C'est ce droit que nous défendons chaque semaine depuis cette plateforme. Rendez-vous vendredi prochain pour décrypter ensemble les prochaines décisions du gouvernement de la République. En attendant, nous vous invitons à visionner notre dossier Inside News Review, intitulé « L'accord de Washington et la stratégie de pillage organisé », qui éclaire directement les enjeux de ratification que nous avons soulevés ce soir et pose des questions sur lesquelles vous méritez des réponses complètes. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. C'était Micheline pour Inside News RDC. À la prochaine et bonne continuation.